Voilà, merci Christophe. Vous avez bien compris que le lieu d'où je parle, c'est celui des arts du spectacle. Donc je ne suis pas angliciste. J'ai été amené à croiser Shakespeare longuement, il y a plusieurs reprises, notamment dans le cadre d'enseignements sur l'adaptation. Et le sujet m'a été inspiré effectivement par le fait que si Shakespeare a lui-même puisé son inspiration dans des sources antérieures, on a beaucoup utilisé le terme anachronique de plagiat, par un juste retour des choses. C'est aussi un des auteurs les plus joués et les plus transposés. D'ailleurs, dès 1973, Tadeusz Kowsan, qui est un chercheur polonais qui a rédigé une somme incomparable intitulée Littérature et spectacle, signalait que tous les 12 jours, depuis 1876, paraît un nouvel ouvrage sur Hamlet, et que la fréquence des mises en scène à travers le monde est encore plus élevée. Shakespeare bénéficie donc de ce qu'on a appelé, je trouve le terme assez pertinent, d'une certaine adaptogénie, comme on parle de photogénie. Et celle-ci tient sans doute au fait qu'il a été perçu de tout temps comme un contemporain. On citait hier encore l'ouvrage du Polonais Jean Cott, intitulé Shakespeare, notre contemporain. Donc les auteurs des textes dérivés ont généralement considéré Shakespeare comme leur contemporain. Je lisais encore récemment un article de Brian Reynolds qui travaille sur la transversalité à l'Université de Californie et qui parlait du caractère transhistorique et transterritorial de Shakespeare et concluait à l'existence d'un Shake Space, comme on parle d'un Freud Space ou d'un Marx Space, actif dans le monde contemporain. Il faut rappeler quand même que cette conscience de l'actualité de Shakespeare et son succès, si cette conscience est avérée et qu'elle a traversé toutes les époques, n'a pas été toujours assortie d'une admiration sans borne. Je vous rappelle que l'an dernier, en 2015, la Sorbonne a organisé un colloque qui s'intitulait « La haine de Shakespeare ». Terme ambigu, la haine chez Shakespeare, conçue par Shakespeare, mais aussi la haine à l'égard de Shakespeare. Christophe évoquait ce matin le débat entre Stratfordiens et anti-Stratfordiens, et un ouvrage récent de Daniel Bougnou intitulé « Le choix du spectre » ranime un petit peu ce débat. Et je rappelle par ailleurs le propos de Voltaire affirmant qu'Hamlet serait sorti de l'imagination d'un sauvage ivre. La question se pose donc de savoir comment toutes ces réutilisations de Shakespeare ont été opérées, de quelle mise en sens elles sont porteuses, puisqu'elles sont extrêmement nombreuses à la scène et à l'écran. Alors, on utilise le terme réappropriation, qui est quand même un terme relativement ambigu. On ne se refait pas, vous me permettrez 30 secondes de formaliser. Qu'entendre par réappropriation? Eh bien, il faut qu'il y ait au moins, je dirais, un espace d'intersection entre deux œuvres. S'il n'y a pas cet espace d'intersection, soit les deux ensembles Y et Z vont se superposer, et donc on aura une réplique ou une copie, ou bien ils seront complètement dissociés et on aura deux œuvres différentes. Donc ce qui fait qu'il y a réappropriation, c'est qu'il y a effectivement un point d'intersection entre deux œuvres, et peut-être aussi et j'allais dire surtout, de l'univers culturel dans lesquels ces œuvres baignent. La réappropriation porte aussi sur le dialogue entre des cultures. D'ailleurs, Kowsan, que je citais tout à l'heure, distingue deux formes de réappropriation. D'une part, la dérivation. Et alors on pourrait dire que, quelque part, Fanny Alexandre d'Ingmar Bergman, sans que le film ne soit tiré de la pièce, est quelque part une réappropriation d'Hamlet, puisque l'archétype du parricide y intervient, et il y a tout un phénomène d'arborescence thématique
hein, la dérivation et ses sources, qui permet de définir une première forme d'appropriation. La deuxième, qui est celle qui a été abordée par mon prédécesseur et qui nous intéresse, est évidemment celle de l'adaptation. L'adaptation qui est un dialogue beaucoup plus complexe entre des œuvres et des contextes culturels, sans que le processus soit forcément vectorisé. Je veux dire, ça n'est pas forcément une translation de Shakespeare vers quelque chose. Je veux dire que si Macbeth, par exemple, est entré dans une dynamique génétique entre l'œuvre de Shakespeare, celle de Blackton, de Wells, de Kurosawa ou de Polanski, il y a une véritable circulation qui se fait et qui concerne aussi les conditions de réception, la revivification parfois destructrice par les œuvres, qui fait qu'on relit évidemment Shakespeare d'une autre façon. On citait tout à l'heure Kenneth Branagh et Laurence Olivier. Kenneth Branagh, un de ses points de référence, c'était effectivement Laurence Olivier. Branagh disait « je veux être Laurence Olivier ou rien ». Quelque part, il y a une référence à l'archéologie du genre aussi, qui intervient dans le processus de l'adaptation. Donc cette dynamique adaptative fonctionne tant à la scène qu'à l'écran, et le rôle de la contrainte culturelle est essentiel. Donc ceci vaut pour la mise en scène. On parlait hier de l'écart entre l'intention et les moyens propres à une culture d'arrivée, notamment en Afrique du Sud, lorsque il y avait eu des mises en scène de Shakespeare post-coloniales. Lorsque La Tempête s'ouvre, par exemple, dans le cas de La Tempête, pour prendre un exemple plus récent et qui a été monté en Belgique, quand Richard III est monté par Étienne Minungu, aussi bien au Recréatral qu'à Bruxelles, Minungu va intégrer dans le gestus de l'acteur des pratiques rituelles qui font référence à l'animisme, au cannibalisme, et qui vont réinterpréter évidemment l'œuvre par rapport à un champ culturel, qui vont situer le meurtre politique dans un contexte de réception tout à fait nouveau, en fonction de sa réception par une culture donnée. Donc c'est le premier point. Ceci vaut également pour le film, bien entendu. On se souvient que lorsque Laurence Olivier a produit en 1944 le premier film shakespearien en couleur, Henri V, qui avait été commandité par le ministère britannique, à une époque où l'Angleterre entrait en guerre et entendait exalter des valeurs de lutte contre le nazisme. C'est évidemment la dimension épique de la pièce qui s'est trouvée mise au service d'un film censé exalter des valeurs patriotiques. Et tout le travail d'Olivier a été de transformer ce processus de référence en ouvrant aussi une infinité d'autres mondes possibles qui invitent à réinterroger l'œuvre cible et l'œuvre source dans une démarche vraiment interstitielle dont émerge un film historique sur le théâtre élisabétain, la reconstitution de l'espace du globe, la réflexion sur l'action, les coulisses, l'habitus théâtral, en même temps que l'exaltation de valeurs patriotiques. Donc, ça signifie que la notion de réappropriation, la notion d'adaptation est inopérante si elle présuppose seulement une approche vectorisée de A vers B, une filiation de l'œuvre originale et puis des ajouts ou des suppressions. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres de processus qui sont beaucoup plus systémiques et qui fait qu'on ne peut pas parler de fidélité, sinon en se plaçant du côté des traîtres. On parlera plutôt de système de la réappropriation. Alors, pour qu'il y ait donc réappropriation, il y a un paramètre important, qui me semble en tout cas important, qui est celui de l'intentionnalité. Il faut qu'il y ait conscience qu'il y ait réappropriation, aussi bien du point de vue de la réception que du point de vue de la production.
Réception de la conscience de l'appropriation, réception de la conscience, en l'occurrence, ici, dans le cas que je vais évoquer, la théâtralité. Il y a un exemple célèbre qui est Othello de Wells, que Wells a monté à Mogador avec des bouts de chandelle, qui a eu des problèmes absolument insurmontable. Le travail a duré 2 ans, entre 48 et s'est terminé même la 3e année en 51. Il a connu des difficultés de casting, il a connu des difficultés de financement, il a dû utiliser des problèmes logistiques, il a dû utiliser toute une série de solutions qui ont eu des conséquences esthétiques, utilisation des plans courts, fragmentation du récit, contre-plongée déformante, afin de pallier les nombreuses pauses au cours du tournage. Donc, il y a toute une part de renoncement que Wells a consenti à faire. Le montage lui-même a été, comme je le disais, très, très long. Et au vu du résultat absolument miraculeux, la cohérence formelle du film a été couronnée à Cannes. Mais le prix qui a été décerné est un prix qui a récompensé la manière dont Wells avait réussi à résoudre ses problèmes de financement et de casting. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Othello n'est apparu dans sa filiation avec Shakespeare. Donc le rôle de la critique, là, le rôle de la réception, a été vraiment déterminant et a cassé le lien, finalement, de réappropriation. Alors, on peut se poser la même question au niveau de la production. On vous a montré tout à l'heure, ce qui me permet de gagner beaucoup de temps, le travail de Baz Luhrmann en 1996, qui propose une réappropriation tout à fait décapante, qui, tout en maintenant des métaphores théâtrales, au départ, il y a une annonce télévisée, il y a l'ouverture, le lever de rideau, le théâtre en plein air, etc., va mobiliser des moyens, films de série B, clips vidéo, musique rock, funky, ce qu'on appelait autrefois la basse culture, la rhétorique hollywoodienne, arrêt sur image, ralenti inutile, pour interroger les formes de théâtralité présentes dans Shakespeare et montrer que, quelque part, l'écart entre l'esprit de violence baroque et contre-culturel de la pièce dans la société de la Renaissance tardive peut être traduit aujourd'hui, à condition de renoncer évidemment aux références historiques et élisabéthaines, par une série de moyens contemporains. Donc ici, quelque part, bon, si le clan des Montaigu devient un gang de personnages bouffons, il y a des drag queens, si celui des Capulet est fait de personnages de western, c'est quelque part une manière de nous dire que Shakespeare, que si Shakespeare avait vécu aujourd'hui, il se serait servi d'Hollywood. Mais en même temps, le projet de réappropriation passe par une affirmation des moyens qui deviennent pratiquement l'essentiel de la démarche. Donc la notion de passage d'un système de signes à un autre suppose non pas une transformation linéaire, mais une vraie réévaluation par les moyens. Ces moyens peuvent être très réduits, hein, quand Wilson monte Hamlet et qu'il joue tous les rôles. 15 tableaux où pratiquement le support de la réécriture est son jeu, hein, un jeu très physique. C'est une véritable adaptation par la corporéité, par le corps, et qui aborde l'interaction de tous les langages de la représentation. Les moyens ici jouent un élément très, très important. Je le disais tout à l'heure, le partage des couches de sens culturelles
est un élément tout à fait significatif également. Quand Pi au National montre le Roi Lear, ou à Avignon, ça n'a en faisant référence au monde contemporain, ça n'a de sens que si la réflexion sur la comparaison dialectisée entre les mondes possibles est partagée évidemment par tout le monde. Donc la question essentielle, ou la question préjudicielle, consiste à se demander, à partir du moment où on fait ce travail, quels sont les critères de choix, quel est le seuil de pertinence, quel est le niveau de pertinence retenu par celui qui va faire le travail de réappropriation et qui va faire qu'Hamlet peut être un projet géopolitique si on maintient le personnage de Fortinbras, un projet psychanalytique, folie, narcissisme édipien de la mort du père, etc. Laurence Olivier commence son film par un incipit où il énonce la phrase Hamlet est l'histoire de quelqu'un qui ne pouvait pas se décider. Donc quelque part, il nous donne une directive de lecture qui réduit considérablement le champ d'interprétation possible. Alors, je voulais vous montrer, on a parlé du spectre tout à l'heure, je voulais justement vous montrer, comparer quelques choix qui ont été opérés et je voulais, comme mon prédécesseur, peut-être partir du spectre comme exemple emblématique. Chez Laurence Olivier, le spectre apparaît au début du film comme une forme casquée mais à peine discriminée. Et elle apparaît, cette forme, dans les nuages qui sont observés par les guetteurs. On dit en technique de cinéma par ocularisation interne, c'est-à-dire qu'on le voit à travers le regard des guetteurs qui vont apparaître. Donc l'idée, quelque part, qui est renforcée ici, est celle d'une hallucination collective ou d'une composante psychologique. Dans un château, et on rappelait tout à l'heure l'interprétation d'Ernest Jones, mais on peut se dire aussi que les longs travelling, les escaliers, les coins et les recoins dans lesquels la caméra va se promener, les costumes historicisants, le réalisme qui sont proposés ici, constitue une traduction mais fidèle des schémas élisabéthains, où la verticalité, les coins, les chambres, les balcons, recess, les couloirs, jouent un rôle très important. Donc on est aussi ici, à côté de ce lieu psychanalytique, il y a peut-être tout simplement une interprétation extrêmement théâtrale et très fidèle à l'ordre élisabétain, et qui, d'ailleurs, colle très bien à l'image d'une interprétation historicisante, réaliste et psychologisante du personnage. Donc, je dirais, le choix qui a été fait par Laurence Olivier est aussi ici celui d'une conscience de la théâtralité, mais la théâtralité est entendue comme une fidélité à la scénographie élisabéthaine telle que nous croyons la connaître. Si on prend l'exemple de Kenneth Branagh qui avait été évoqué tout à l'heure, le spectre apparaît en contre-plongée la première fois, et puis la deuxième fois au terme d'une course en forêt. Et où il se trouve en fait intégré dans un programme narratif, c'est-à-dire que Kenneth Branagh, là, a complètement abandonné la logique de plateau, qui était celle de Laurence Olivier finalement, au profit d'une logique diégétique. C'est le programme narratif qui devient important, même si, et paradoxalement, le film fait référence à des rituels théâtraux, coulisses, applaudissements, plateaux qui sont exhibés au début du film.
Et enfin, Almereda, voilà, j'illustre la conférence précédente, où le spectre apparaît, mais sur un écran d'ordinateur. Il a en fait été saisi par une vidéosurveillance. Ce sont donc sous forme d'images de vidéo que le père à apparence humaine, moderne et vivante, va être transposé. Donc là, on a un paradoxe qui est peut-être encore plus net, c'est que le film, en l'occurrence, va évacuer la théâtralité, même si le texte shakespearien est respecté à la lettre. Alors, comment les choses se passent-elles au théâtre? Là, vous avez sous les yeux une capture d'écran d'une saisie vidéogrammatique qui a été faite par FR3 de la pièce de Chéreau, en fait, qui a été montée aux Amandiers et à Avignon. C'était une commande d'Alain Cranbec, le directeur d'Avignon, qui voulait une pièce pour la cour d'honneur en 1988. Et le spectre, qui, comme toujours chez Shakespeare, est d'abord annoncé, c'est un être de discours, et puis, après avoir été évoqué à travers le discours, est montré. Il est incarné sous la forme d'un cavalier de l'Apocalypse. Donc ce que Chéreau a voulu, c'est faire venir une monture vivante. Donc, je ne sais pas si vous vous représentez un étalon de 500 kilos sur un plateau, qui doit s'agenouiller devant Gérard Dessartes, qui était terrorisé, le pauvre, à la répétition, et qui d'ailleurs à la première répétition traverse le plateau et provoque un effondrement généralisé. D'ailleurs, Chéreau a été obligé de feutrer les sabots du cheval qui faisaient du bruit sur le plateau. Donc, quel est le seuil de pertinence ici? Quel est le choix? Qu'est-ce qu'on a abandonné? Qu'est-ce qu'on a conservé? Le réalisme du spectre, paradoxalement, dit la matérialité de la performance. Ce spectre qui a l'apparence du vrai dit autre chose que ce qu'il représente. Il nous interroge sur notre mode d'adhésion à l'illusion. Chéreau choisit de rendre compte de l'idée que la théâtralité, c'est une dénégation du réel, à l'intention d'un spectateur pour lequel on a choisi d'abandonner l'isotopie, la couve de sens du naturel ou de la crise des croyances, et on a privilégié un code qui est celui de la dénégation théâtrale. Donc quelque part ici, Chéreau nous interroge sur le problème de la théâtralité, et si on fait le rapport avec les autres éléments de la scénographie, on remarque que cette ambivalence, cette conscience de la théâtralité est omniprésente. Dans l'épisode de la pièce dans la pièce, que vous voyez en haut de l'écran, les personnages venus, les étrangers, les personnages venus d'ailleurs, ce sont nos contemporains. Ce sont ceux qui sont vêtus en costume du XXe siècle. De la même façon, le plateau, de temps à autre, renvoie à un péristyle qui est une référence historique de la façade d'Elseneur, en creux, je dirais, de la façade d'Elseneur. Mais au fur et à mesure que la pièce évolue, on voit que d'abord le personnage d'Hamlet devient de plus en plus contemporain et que le plateau s'ouvre, que des trappes interviennent, qu'il y a une véritable mosaïque géométrique. On parlait de damier du plateau, un damier déréalisé sur lequel les personnages sont des pions qu'on déplace et qui nous plonge dans une théâtralité combinatoire. Donc on est vraiment... Chéreau nous fait hésiter entre une théâtralité qui est une théâtralité exhibée et assumée, et d'autre part, une théâtralité qui est la représentation historique du château d'Elseneur. Et donc,
il y a un véritable travail dialectique qui est d'ailleurs aussi le travail du spectateur. On peut se dire que le spectateur de Chéreau peut être un spectateur du moment qui va considérer qu'Hamlet va voir le spectre éventuellement dans le délire de la situation et confondre le spectre avec le produit de son imagination, encore que Chéreau fait voir le spectre en présence de Gertrude et Gertrude ne le voit pas. Donc il y a une lecture distanciée. Mais il faut savoir aussi que Chéreau choisit de maintenir le personnage de Fortinbras qui prend pratiquement tout le premier acte. Et que la lecture de Chéreau est une lecture franchement géopolitique. Il prend quelque part le contre-pied de la lecture de Laurence Olivier, dans la mesure où la psychologie d'Hamlet, en fait, n'est réincarnée qu'à travers le jeu de Gérard Dessarthe, qui est un jeu extrêmement à travers des mimiques, mais aussi à travers une sollicitation d'une lecture experte d'un spectateur qui aurait suivi le travail de Chéreau et qui saurait que 7 ans plus tôt, Chéreau a monté une pièce qui a eu un succès extraordinaire, Peer Gynt, dont le rôle-titre était tenu par Gérard Dessarthe, qui à un moment faisait apparaître une monture vivante dans le spectacle et qui se jouait aux amandiers. Et donc il y a un intertexte du spectateur qui se crée, un sous-texte à la fois technique et passionnel, qui fait référence à Peer Gynt, qui est une histoire d'inceste. Et donc quelque part, Chéreau chasse l'inceste pour le faire revenir au galop. Il fait une transposition où il fait une véritable interrogation sur le travail de la théâtralité, qui est bon, l'adaptateur est un véritable agent double ici. Il intervient dans autour d'une notion d'hésitation. Alors, toutes ces réécritures, ou réappropriations ou autres, oui, je vous passe ceci. Bon, quand on fait le scène à scène, on se rend compte qu'il y a eu effectivement un travail très important qui a été fait par Chéreau, Olivier Branac et Almereda. Et vous voyez tout simplement que non seulement les tableaux shakespeariens sont réaménagés, mais que certains disparaissent purement et simplement, ce qui recoupe un peu ce qui avait été dit lors de l'intervention précédente. Donc, quel est le niveau de pertinence qui a mobilisé toutes ces réappropriations que je viens d'évoquer? C'est la conscience de la théâtralité. Une théâtralité parfois différente, qui peut être une théâtralité élisabéthaine, une théâtralité en tant que processus. Et c'est d'ailleurs la conclusion à laquelle arrive Florence Marc, qui a fait un beau travail sur Shakespeare au Festival d'Avignon. Elle a eu l'embarras du choix parce que Shakespeare a été la star du Festival d'Avignon pratiquement depuis ses origines. Et on est frappé non seulement par la conscience de la théâtralité qui intervient, mais on peut se demander quelle théâtralité. Bon, je n'aurai pas le temps je pense, d'analyser de manière très détaillée ces aspects-là, mais la thèse de Florence Marc, en tout cas sur Avignon entre 1947 et les années 90, revient à mettre en évidence que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'écriture de plateau, qui a été le trait pertinent de toutes ces réutilisations de Shakespeare. Donc la conscience théâtrale, si on veut donner un contenu à cette notion, la thèse de Florence Marc est de nous dire que c'est l'écriture de plateau, donc cette écriture qui est attentive à une remise en cause du texte, à une manière de privilégier l'image et l'exploitation du plateau, que Shakespeare a en quelque sorte suscité.
Alors, je vous le disais, je n'aurai pas le temps de poursuivre le travail de Florence Marc, évidemment, il faudrait des heures et des heures, mais 2 ou 3 exemples qu'on peut pointer simplement après la période couverte par Florence Marc. Donc, par exemple, en 2015, il y a eu 2 Shakespeare au Festival d'Avignon. Un Shakespeare de Thomas Ostermeyer, qui est le directeur de la Schaubühne et l'enfant chéri d'Avignon, et qui est Richard III. Donc c'est une interprétation très personnelle. Richard III, tueur en série, disons, en gros, qui s'exprime en prose plutôt qu'en vers, et qui apparaîtrait comme un révélateur des instincts cachés en tout homme. Ça commence comme une soirée de rock électro, il y a un batteur sur scène, les acteurs arrivent sur la salle en buvant des verres de champagne, en tenue de soirée, et il y a une explosion de canons à confetti dirigée vers le public. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est qu'Ostermeyer a mis en évidence différentes strates de sens qui vont dissocier l'image du son et obliger le spectateur à les lire en quelque sorte séparément et à les recomposer. En plus, il y a l'acteur fétiche d'Ostermeyer, Lars Eininger, qui est complètement difforme, vêtu d'un casque, qui va contribuer aussi à mettre en évidence le corps. Bon, c'est déjà présent évidemment chez Shakespeare, mais à opposer ici performance et fiction et à faire de la performance peut-être un élément à ce point important que l'acteur n'est plus l'interprète, mais le témoin, en quelque sorte, des affects. Un autre exemple, toujours en 2015, il a été repris d'ailleurs au National la dernière saison, c'est Le Roi Lear d'Olivier Py, qui vient placer la tragédie sous le signe du XXe siècle, entre 14 et 89, et qui... une mise en scène qui a été relativement contestée. Donc il y avait un néon sur la scène mentionnant la dénomination rien, posé sur le plateau, et le décorateur avait disposé une palissade couverte de graffitis et quelques éléments sur un plancher en bois qui peu à peu va se fissuré, laissant apparaître une terre noire, c'est ce que vous voyez ici. Ce qui est intéressant ici, c'est que véritablement on se rapproche à nouveau d'une écriture de plateau, c'est-à-dire une écriture très défragmentée, où les composants scéniques vont s'exhiber dans leur matérialité, un petit peu comme dans certains tableaux contemporains. Alors peut-être un des metteurs en scène les plus doués de cette génération, qui est Thomas Joly, et qui a été le premier à Avignon en 2014 à proposer un Henri VI intégral, donc 18 heures de représentation, 7 entr'actes, 20 comédiens, 300 costumes, 10 000 vers, la rivalité entre les deux familles, le basculement, le passage du monde médiéval renversé avec fracas pour laisser place à la modernité. Tous les thèmes d'Henri VI sont effectivement présents, mais ce qui est intéressant ici, et j'anticipe peut-être sur l'intervention qui va suivre, c'est que Shakespeare a inventé l'entertainment. Il a les structures narratives telles que Joly les utilise ici sont des structures télé, c'est-à-dire que face à un spectacle de 18 heures, on a pratiquement une approche de téléspectateur. Il faut envisager que le public va se construire, sortir, s'interrompre, revenir. Donc il y aura un régime de flux et de rupture qui vont quelque part nous indiquer que Shakespeare aussi, on a parlé de cette question de l'auteur et de l'éclatement de l'auteur, nous incite à revoir le statut du spectateur. Le travail du spectateur est au cœur du projet de Joly, et le public va développer des stratégies d'attention qui ne sont pas celles d'un spectateur classique du théâtre. La dilution du temps va de pair avec celle du processus d'autorisation, qui fait aussi que le spectateur va co-construire à partir des moments de reprise.
Alors on pourrait continuer, mais je crains que j'arrive au bout de mon temps de parole. On peut citer Vincent Macaigne, où la co-construction du spectacle est également amorcée, mais de manière beaucoup plus élémentaire. On invite le spectateur à réagir d'une certaine façon. Et puis, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer quand même Angelica Lidl. Angelica Lidl, qui est une performeuse, elle, qui s'est fait connaître à Avignon, notamment en se scarifiant. C'est quelqu'un qui met en évidence l'importance de la corporéité, et elle joue pratiquement tous les rôles dans Richard III, donc créé en 2005. C'est à la fois le journal intime d'une femme maniaco-dépressive et le journal de bord d'un état du monde au bord du gouffre. La question ici, c'est vraiment la question du corps, qui n'est plus un instrument au service du jeu, mais un véritable idéologème. Donc, quelle théâtralité c'est véritablement une théâtralité qu'on appellerait aujourd'hui post-dramatique. Un certain nombre de caractéristiques peuvent être mises en évidence, mise en question du processus d'autorisation qui devient pluriel, remise en question du statut du texte qui devient un texte devenu voix et perçu de manière autonome parallèlement à l'image et à d'autres éléments, d'autres matériaux spectaculaires, inachèvement qui laisse place à la co-construction par le spectateur, intégration des pratiques et rôle du corps et de la performativité. C'est exactement ce que Tissleman intègre comme critère dans la définition du théâtre post-dramatique, qui est complètement contemporaine. Alors, pour terminer quand même, et pour devancer le reproche qui inciterait à imaginer qu'on projette sur Shakespeare un certain nombre de traits contemporains, je voudrais citer un ouvrage qui est celui de Gérard Mordillat, qui vient de sortir, Hamlet le vrai. Donc Mordillat aurait retrouvé une version du texte d'Hamlet, une espèce de proto-Hamlet qui serait antérieure à celle que nous connaissons. Et il rappelle longuement dans ce livre que Shakespeare était à la fois auteur, chef de troupe, directeur et copropriétaire de théâtre avec 4 autres personnes, que ses obligations étaient triples. Il fallait écrire ce que les comédiens devaient jouer, fournir des rôles, des rouleaux à tout le monde, afin que tout le monde, que nul ne demeure sans emploi, s'assurer par tous les moyens que la salle soit pleine. Donc il a en fait cumulé les fonctions de plusieurs énonciateurs. Quelque part, il a participé d'un éclatement de l'instance d'auteur. Il s'inscrit dans une pluralisation de l'autorisation et du travail scénique. Et ça l'a incité évidemment à repenser le texte dramatique. On sait aujourd'hui qu'il fonctionnait aussi répétition après répétition, les uns se plaignant d'avoir rien à faire, les autres d'avoir trop de rôles, en modifiant les choses. Donc il a dû rajouter des scènes qui peut-être n'avaient rien à voir ou ne faisaient que diluer. Mais quelque part, la pratique shakespearienne a été une pratique qu'on appellerait aujourd'hui sémiotique totalisante. En fait, il était complètement protéiforme, insaisissable, complexe, au point de constituer des spectacles hybrides qu'aujourd'hui on aurait évidemment appelé post-dramatique, catégorie qui vaut ce qu'elle vaut, parce que le post-dramatique, évidemment, est une manière de définir la théâtralité qui est l'objet de la réappropriation. Mais quelque part, Shakespeare est inclassable. Stormeyer nous disait qu'on est très loin de l'opposition entre le dramatique et l'épique chez lui. Le théâtre shakespearien peut contenir des éléments tantôt dramatiques, tantôt épiques, tantôt modernes, tantôt beaucoup moins centrés sur la question de cette modernité. Donc souvent les mises en scène passent de l'un à l'autre en vertu du principe de l'hétérogénéité. Shakespeare n'aura donc pas fini de nous étonner, et les réappropriations qu'il suscite sont loin d'être épuisées. Voilà, merci.